Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, pour commencer les nouveaux podcasts du mois de juillet, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle du blog Marmot en vadrouille. Alors avec Gaëlle, nous avons parlé voyage responsable, nous avons parlé de micro-aventures en famille, mais aussi de voyager avec 3 enfants. Elle nous a parlé de ses coups de cœur voyage, de ses déceptions, de ses réflexions et de son nouveau projet de webzine qui s'appelle Favor. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Belle écoute! Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Bonjour Émilie, et puis merci de m'avoir invitée. Écoute, c'est normal, je pense qu'on va parler de plein de choses super intéressantes. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ta famille, tes enfants, ce que tu as envie de nous dire? Je suis Yael, mon mari s'appelle Romain. On est tous deux des trentenaires, dans la force de l'âge, plutôt la fin de la trentaine. On a 2 jumeaux, 2 faux jumeaux qui ont 8 ans et un petit dernier qui a 4 ans, donc une, belle petite famille. Voilà, donc on est des amoureux du voyage, depuis longtemps. On a beaucoup, beaucoup voyagé avant d'avoir nos enfants. On a beaucoup sillonné l'Europe à 2. On a beaucoup été aussi sur le continent américain. On est tombés amoureux des parcs nationaux, du continent américain. Enfin, c'est les grands espaces, la possibilité de rencontrer des animaux sauvages, c'est vraiment quelque chose qui nous a bottés pendant des années. Et puis, après 6 ou 7 ans, de voyage, nos jumeaux sont arrivés. Donc, ça a été, une belle surprise, ces jumeaux. Mais ça a aussi tout remis en question forcément, parce que quand tu as 2 bébés qui arrivent comme ça d'un coup, le voyage, tu l'envisages différemment. Donc ça devient plus compliqué. Bon, je pense que je suis pas la seule voyageuse dans ce cas-là, hein. Je connais quelques autres familles et toi aussi, hein, de de familles voyageuses. C'est étonnant, mais qui ont eu des jumeaux aussi, mais qui malgré tout ont continué à voyager et c'est faisable. Mais dans notre cas, puisque ça faisait, 6 ou 7 ans qu'on voyageait déjà beaucoup, on s'était dit que c'était peut-être l'occasion justement de voyager plutôt en France dans un premier temps, pour tester un peu, le voyage, avec nos bébés. Parce qu'on se sentait pas tout de suite de repartir loin, surtout comme on le faisait avant, parce qu'on partait un peu à la route. On prenait nos billets d'avion, voilà, on voyait un peu ce qui se passait sur place et ça bon, avec 2 bébés, c'était plus trop possible. Donc on a beaucoup sillonné la France à l'arrivée des jumeaux et on a continué un peu avec l'arrivée du troisième. Et là, ça fait 2 ans qu'on recommence à voyager un peu plus loin, en mode famille nombreuse. Donc ça, c'est encore une autre problématique, quoi. Ouais, on va en parler justement, voyager avec 3 enfants et toutes les contraintes que ça impose finalement. Alors, pour toi, le voyage en famille, ça signifie quoi pour toi? Alors, voyage en famille, pour moi, ça signifie pas des vacances. C'est-à-dire que, souvent quand on revient de voyage, on nous demande: «Vous avez passé des bonnes vacances?» Alors je dis: «Oui», mais c'était pas forcément des vacances, parce que ça n'a rien de reposant de voyager en famille. Je pense que, voilà, toi tu le vis de la même façon, hein. Le voyage, c'est le dépaysement, c'est, la découverte d'ailleurs, hein, c'est ça qui nous motive surtout pour le voyage. Après, ça a rien de reposant. C'est-à-dire que, avec les enfants, enfin en tout cas nous on est comme ça, on a du mal à partir sans s'organiser, sans avoir une logistique, sans savoir où aller, ce qui fait que les choses sont quand même, assez cadrées, même si on se laisse des espaces de liberté pour que le vivre quand même, bien. Et le voyage en famille, on essaye de faire en sorte que ça soit vraiment une découverte, pour nous, mais aussi pour les enfants. On essaye de faire en sorte d'organiser les choses pour que chacun y trouve son compte. Et je trouve que c'est ça le plus difficile finalement dans l'organisation d'un voyage en famille. C'est que voilà, chacun soit heureux de faire ce qu'il fait, en se retrouvant ensemble. Ça, c'est pour moi, c'est le principe, du voyage en famille, hein. C'est se retrouver ensemble et passer des bons moments ensemble. Oui, c'est ça, tu as raison. La problématique de que chacun y trouve son compte, je pense qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que d'une année sur l'autre, les enfants aussi évoluent, ils grandissent et donc leurs besoins et leurs envies évoluent et on est obligé de s'adapter en fait, tout le temps, à ça. C'est-à-dire que le voyage que tu as fait l'année dernière, ce sera pas le même que celui que tu feras demain parce que les enfants vont évoluer et en fait, Exactement. c'est un perpétuel équilibre en fait à trouver. Oui et puis, en fait, c'est un équilibre qui est encore plus difficile quand tu as des enfants, d'âges différents.
Nous, on a quand même la chance qu'ils soient assez rapprochés. Bon, les jumeaux, on n'en parle même pas, mais le petit dernier, n'a que 4 ans de différence avec, ses grands frères et sœurs. C'est une fille et un garçon, hein, mes jumeaux. D'accord. Et à 4 ans de différence, on arrive encore à trouver des choses, assez similaires, surtout à ces âges-là. On aura peut-être cette problématique quand les 2 grands seront adolescents et que l'autre sera encore, enfant. Mmh. Heu, voilà, donc du coup, arriver à combler les attentes d'adultes, d'adolescents, d'enfants et éventuellement de bébés pour les très grandes familles, c'est vrai que ça devient, très, très compliqué, hein. Ouais, j'imagine le casse-tête pour organiser. Alors du coup, tu parlais des contraintes de voyager, enfin des contraintes. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais des problématiques que peut engendrer un voyage, avec 3 enfants. Est-ce que tu peux, nous en parler un petit peu en détail? Oui, alors la première problématique, c'est la problématique financière, hein, clairement, on n'est pas nés, nobles, ni riches à millions, ce qui fait que comme beaucoup de parents, bah, on essaye de trouver les bons plans, pour voyager, moins cher. Concrètement, depuis l'arrivée des enfants, on a guetté, les bons plans au niveau des billets d'avion, voilà, on a essayé de se renseigner pour savoir à quel moment il fallait les prendre, quelles étaient les destinations les moins chères, les compagnies aériennes, enfin quelles étaient les façons d'être, voilà, de se déplacer le moins cher possible. Enfin pas qu'en avion, hein, en train, en bateau, en voiture, il y a pas que l'avion évidemment. Et puis après, c'est trouver des logements. Parce que, si avant tu avais l'habitude de partir, à l'hôtel et bah, quand tu as 5 enfants, quand tu es 5 dans la famille, quand tu as 3 enfants, tu oublies la chambre d'hôtel. Parce que les chambres d'hôtel avec, 5 lits, ça n'existe pas ou très peu. Ou alors seulement dans certains pays, mais en France en tout cas, ou dans les pays proches, il y en a très peu. Mmh. Voilà, donc tu envisages d'autres façons de voyager. Nous avant, on partait beaucoup en circuit, on changeait, d'endroit tous les 2 jours. On a vite fait une croix là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les enfants, c'est possible, mais ça crée plus de déplaisir qu'autre chose. Parce que les enfants ont quand même besoin de se poser, même s'ils apprécient voyager en famille, ils ont besoin de se poser quelque part pour prendre le temps d'apprécier les choses et finalement, c'est eux qui t'apprennent à voyager, de la bonne manière. Heu, c'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu essayes de voyager plus lentement, en général. Donc au niveau du logement, on en est venu nous à louer des logements sur une semaine, plutôt que faire des étapes de 2 ou 3 jours, ce qui nous faisait courir. À chaque fois, il fallait faire le ménage en quittant le logement avec les enfants, c'était vraiment une galère. Donc là, sur une semaine, tu prends le temps de vraiment de découvrir les choses. Alors tu essayes, à côté de ça, de moins en voir, sur un pays, c'est-à-dire que, bah, sur un circuit, tu verras moins de choses, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de profiter à fond, du moment et en même temps de pas trop casser la tirelire puisque, si tu décides de prendre un hôtel sur un circuit qui dure 20 jours, ça va devenir très compliqué au bout d'un moment. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est, mais même, tu sais, avec 2 enfants, l'hôtel, c'est aussi compliqué parce que, hem, parfois, dans certains hôtels, ils t'obligent à prendre 2 chambres. Tu sais, 2 chambres, en fait, 2 chambres qui communiquent avec une porte, mais donc du coup, ils te font payer 2 chambres, quoi. Oui, Donc tu qu'un c'est qu'un seul lit d'appoint. ouais, ouais. Oui. Donc Ouais, mais heu la donc heu, problématique financière, c'est vraiment très, très important, hein, alors on n'en parle pas souvent, hein, ça fait pas trop vendre, hein, sur les blogs, sur les sites internet, la problématique du budget, ça revient, mais c'est pas finalement ce qui est le plus vendeur, mais malgré tout, c'est ça qui décide une famille à partir ou pas. Faut pas se voiler la face, hein. ouais, et c'est sûr, c'est sûr. Bah, en fait, est-ce que tu as la capacité de pouvoir épargner un petit peu tout au long de l'année, pour te payer les vacances? Mmh. C'est quand même, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, c'est évident, et et même, j'ai envie de dire, même quand, enfin, nous, on est partisans de ça, tu vois? On fait très attention à notre budget tout au long de l'année, on essaye de pas dépenser, tu vois? On est un peu plutôt minimaliste dans notre manière de consommer, pour se dégager du budget pour les voyages, mais il y a des gens qui sont obligés de faire ça, mais qui dégagent du budget pour pouvoir juste boucler les fins de mois. Enfin, donc c'est vrai Mmh. que Ouais, tout à fait. c'est, malgré tout, ça reste quand même le voyage, une activité, «de riches» entre guillemets, quoi. Tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, hein. Ah C'est mais c'est évident. Après, c'est vrai que le fait de partir moins loin, et dans des zones qui sont moins touristiques, louer une maison, ça coûtera beaucoup moins cher qu'en bord de plage, et cetera. oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a ça aussi, où il faut aussi, se dire que, c'est pas, tout n'est pas non plus complètement inaccessible et que tu peux quand même réussir à trouver, des hébergements, des bons plans, dans des endroits moins prisés. C'est sûr que si tu vas en Normandie, tu peux trouver,
une maison, pas trop chère par rapport au sud de la France, les prix sont pas comparables, quoi. Quoique la Normandie, ça prend quand même, de la valeur, hein. Ouais, bah, moi, mes parents sont en Normandie, ils habitent pas trop loin de la baie du Mont et oui, il y a beaucoup enfin, l'offre d'hébergement s'agrandit, pas mal, et il y a énormément de Parisiens qui viennent et effectivement, ouais, ça commence à être une destination prisée, ouais. Je l'aurais jamais cru il y a 15 ans de ça, tu vois? Oui, c'est sûr. Et de ce fait-là, par rapport à toutes ces contraintes, comment tu choisis justement tes destinations? Alors, il y a eu une grosse évolution, dans notre façon de voir les choses ces dernières années. Donc depuis l'arrivée des jumeaux, c'est ce que je te disais, hein, on choisissait, des pays enfin, on choisissait des destinations, proches ou moins proches, mais toujours en France. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés assez jeunes avec mon mari et on a commencé tout de suite à voyager loin. Et avec nos parents respectifs, on voyageait pas trop et c'est vrai que de l'âge de nos parents, ça se faisait moins, hein, de partir à Mmh mh. l'étranger en famille. Ce qui fait qu'on n'a jamais trop visité la France, notre pays. C'est quand même, assez incroyable, hein, quand on y pense, hop, on s'est rencontrés, allez, on part à l'autre bout du monde, on part au Canada, aux États-Unis, on a envie de voir ailleurs. Bon, ça, c'est un peu aussi la jeunesse, hein, qui veut voir ailleurs et finalement, après l'arrivée des jumeaux, on s'est dit: «Bah, il y a certainement des très belles choses à faire en France, donc on va choisir des destinations qu'on a envie de voir, en fonction de reportages qu'on aura vus, de choses qu'on aura lues, et puis on part comme ça à l'aventure». Alors nos destinations, on les choisit principalement par rapport, aux paysages. C'est pas très original, et par rapport à la possibilité de s'évader, d'être dépaysé, même en restant dans son propre pays. Ce qui fait on a fait des très beaux voyages, notamment, je pense à un voyage qu'on a fait lorsqu'ils ont eu 2 ans. On a remonté toute la côte bretonne, du sud de la Bretagne jusqu'au nord de la Bretagne. C'était vraiment un superbe voyage, qui nous a complètement dépaysés. On a vu des endroits magnifiques. On a beaucoup sillonné la France, c'était très chouette. Et quand on a envie de voyager à l'étranger est revenu, alors on a plus, réfléchi en termes, budgétaires déjà Mmh. et en termes, de ce que, l'aéroport de Lyon pouvait nous proposer, puisqu'on habite à côté de Lyon. Ce qu'on voulait nous dans un premier temps, c'est partir en vol direct à partir de l'aéroport, pour que ça soit plus simple, pour les enfants, pour le matériel, parce que c'est vrai que c'est toujours une grande épopée quand tu prends l'avion avec 3 enfants, surtout quand le plus petit est encore en poussette. Voilà, donc on a réfléchi par rapport à ça. En termes de vacances scolaires, également, puisque je ne peux partir que pendant les vacances scolaires, puisque je suis prof. Donc j'ai pas tellement le choix de mes dates de vacances. Et voilà, on a fait aussi des destinations, on a choisi des destinations en fonction de nos envies tout simplement, hein, sans trop réfléchir. Donc on a été visiter le Portugal, on est parti en Espagne, on a fait Majorque l'été dernier, un peu l'Italie, la Suisse. Voilà, on s'est vraiment cantonné aux pays proches dans un premier temps. Et là, c'est pendant ces voyages-là on a commencé à se poser des questions. Heu on s'est rendu compte que certaines destinations, on les avait choisies pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que voilà, tout ce discours, hein, Mmh mh. c'est un peu notre cheminement intellectuel. On n'avait pas choisi les destinations pour les bonnes raisons. C'est des belles destinations, mais typiquement, tu vois, Majorque l'été dernier, on a été, un peu déçus de ce qu'on a trouvé. C'est une très belle île. Mais on s'est retrouvés avec une communauté d'instagrammeurs qui n'étaient là que pour faire des photos. On a été vraiment, dégoûtés, j'ai pas d'autres mots, par ce qu'on a pu voir. Parce que les plages sont magnifiques, c'est vrai qu'il y a des espaces naturels magnifiques, mais faire la queue, pendant 1 heure pour pouvoir, prendre, une photo, d'un promontoire ou pour pouvoir attendre le coucher du soleil, en compagnie de 300 autres personnes parce que, la photo a été publiée sur Instagram et que tout le monde veut la même photo, ça, c'est pas possible. Ça nous a vraiment, ça nous a amenés à nous questionner. Vraiment, on s'est demandé: «Mais pourquoi on est venu ici? Est-ce que c'est vraiment, ça qu'on voulait faire? Est-ce que c'est ça qu'on voulait voir? Et surtout, est-ce que c'est ça qu'on voulait montrer à nos enfants?» La plupart des choses qu'on a pu faire, et qui étaient guidées par ce qu'on avait pu voir sur, Instagram. Alors je parle beaucoup d'Instagram parce que c'est par ce réseau social-là,
que les images passent principalement, hein, et donc que les envies naissent. La plupart des images qu'on a pu voir sur Instagram et qui nous ont donné envie de nous déplacer, finalement, bah, nous ont déçus. Parce que tout le monde avait envie de faire la même chose. Les gens finalement se déplaçaient pour faire la même image, mais sans se demander pourquoi ils le faisaient, juste pour prendre la même photo. Et du coup, en fait, ça n'avait plus de sens. Mmh C'est-à-dire qu'on mh. a perdu le sens du voyage qu'on voulait faire et même les enfants, quand on les questionnait après, alors les 2 plus grands, parce que le plus petit, il est encore un peu petit pour avoir une réflexion là-dessus, mais même les 2 plus grands finalement, bah, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là, et pour eux, c'était pas ça qu'ils avaient retenu, sur ces voyages. Eux, ce qu'ils retenaient des voyages qu'on avait faits, c'était plutôt les expériences. Ils réfléchissaient en termes d'expérience, c'est-à-dire, ce moment où on a pu rencontrer ces animaux, ce moment où, on est passé sur ce pont à 100 mètres de hauteur, voilà. Donc ça nous a beaucoup questionné cet été. En avril aussi, on avait commencé à se poser la question au Portugal, parce qu'on a été faire la visite du château de Sintra, à côté de Lisbonne, et ça a été une vraie catastrophe parce qu'on est tombé en plein milieu de séances photo, de blogueurs mode. Alors ça, c'était vraiment Aïe! une catastrophe. Les enfants, ils avaient pas le droit de passer, de courir où ils voulaient, alors que vraiment, château de Sintra, c'est extraordinaire. Je sais pas si tu y es déjà allé, mais Non, on ne l'a jamais fait. c'est magnifique, hein, et là, mais ça nous a gâché totalement la visite. On s'est dit: «Mais c'est pas possible que ça de que ces lieux touristiques, mais magnifiques, ça devienne ça». Enfin, pour moi, c'est pas possible, enfin, c'est un gros coup de gueule, en fait, hein. Mmh Je suis mh, mmh désolée, mh. Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, mais vas-y, mais vraiment, lâche-toi, c'est le but. les endroits qu'on a pu visiter, ces 2 dernières années avec les enfants, calqués sur une envie, Instagram, ça s'est toujours finalisé par une catastrophe à cause de ça. À cause, bah, de ces gens qui veulent prendre des photos, sans respecter les lieux, qui passent des barrières alors que l'espace naturel est interdit, qui veulent, voilà, ils prennent tous la même photo, de dos, les bras levés, enfin, c'est pas possible, ça dénature complètement la chose, tu vois ce que C'est vrai que ouais, de quoi je tu parle? l'impression d'être dans un film. Tu as Ouais, c'est un l'impression d'être dans un côté film, écoulé, ça vraiment. n'a plus aucun sens, quoi. Tu Mmh perds le mh, sens mmh. du voyage et finalement, tu en viens à t'interroger: «Mais pourquoi est-ce que je voyage?» Tu vois, je vais peut-être un peu loin dans la réflexion, mais avec mon mari, on s'est dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on voyage?» Et finalement, tu vois, cet été, on s'est dit: «Mais en fait, on voyage pas pour ça, on voyage pour l'expérience». Et du coup, on a complètement remis à plat notre vision des choses. Et on s'est dit: «Bah, maintenant, plutôt que de réfléchir en termes de destination ou par rapport à une belle image qu'on aura vue sur National Geographic, Instagram ou autre, on va réfléchir en termes d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire comme activité qui nous rapprocherait des enfants et qui ferait qu'on profiterait vraiment d'un moment?» Et tout ça, c'est venu aussi avec, un article que mon mari, a lu sur un blog de voyage de micro-aventure. Il y a 3 ans, en fait, il était resté en arrêt sur cet article. Il s'est dit: «Mais c'est génial ça, le concept de micro-aventure». C'est-à-dire que tu pars 2, 3 jours quelque part, pas forcément loin, tu vis une aventure en famille ou à 2, et le but, c'est vraiment d'être centré sur l'aventure, peu importe où tu es. Et effectivement, quand tu réfléchis sur les années précédentes, tu dis: «Bah, en fait, ce voyage-là, je l'ai apprécié parce que j'ai vécu telle chose et pas parce que j'ai vu telle chose, ou en tout cas moins, mais parce que j'ai vécu telle chose», et c'est ça qui reste gravé. Vraiment, c'est cette aventure-là, cette expérience-là qui fait que, voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et on s'est mis à élaborer ce genre de micro-aventure avec nos enfants. Et bah, typiquement, l'année dernière, on est partis, en âne, dans le Vercors, avec les 3 enfants. Donc l'âne, c'est la fausse bonne idée parce que ça a été une catastrophe. L'âne, il voulait rien écouter, il a failli mourir 3 fois dans le fossé. Le petit avait peur de monter dessus, donc il hurlait à chaque fois qu'on le mettait dessus. Bon, mais ça reste vraiment un moment gravé. Les enfants, ils en parlent encore. Même le plus petit qui a 4 ans, il avait 2 ans à l'époque, tu vois? Il s'en rappelle encore. Et la nuit, on avait dormi dans une grotte. Alors une grotte aménagée, hein, on n'est pas à Rousse à ce Mmh. point-là. Il y avait quand même des mais c'était fantastique. C'était vraiment fantastique, et on était à moins de 100 kilomètres de chez nous pour le coup, tu vois? Donc vraiment ça a été un déclic sur quelques années, hein. Il a fallu, voilà, qu'on réfléchisse un petit moment, mais ça a été un déclic. On s'est dit: «Bah, maintenant on va réfléchir les choses autrement, et puis, quand on partira, voilà, ça sera». Alors tant mieux s'il y a des beaux paysages, hein, parce que je reste quand même, la photo, ça reste une autre de mes passions, mais on va plutôt partir sur, l'expérience. Ouais et puis finalement le photo enfin la belle photo et le beau paysage, tu peux le retrouver dans n'importe quel paysage parce que c'est, une lumière, un Oui. instant donné, enfin, tu vois? La beauté, tu peux le trouver partout en fait, dans ton entourage donc après effectivement oui, quand tu as une photo, super,
avec du sable blanc, l'eau turquoise, forcément de base, même si tu es nul en photo, la photo, elle sera de toute façon magnifique. Mais je veux dire, on peut trouver du beau partout, même dans une région qui n'est pas, enfin, qui est pas aussi, instagrammable, on va dire. Exactement, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on habite à côté d'un parc naturel nous-mêmes, enfin, on habite dans un parc naturel, dans le parc naturel du Pilat, qui se trouve, au sud-ouest de Lyon. On y fait des magnifiques photos, on s'y balade régulièrement, on le connaît par cœur. Ça fait partie des photos qui, pour le coup, sont le plus aimées sur mon Instagram. Comme quoi, tu Mmh. vois, il y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, Mmh. Ah oui, même c'est faut évident. dire, hein, l'envie de voyager reste là malgré tout. On a ce virus du voyageur, que beaucoup de voyageurs ont. On a vraiment, les pieds qui frétillent, l'envie de partir ailleurs, mais ça nous fait nous interroger. On se dit: «Bah, peut-être que, effectivement, avant d'envisager de partir à l'autre bout du monde, on peut aussi, voir d'autres choses, plus proches et plus accessibles Ouais, oui. qui nous apporteront Et autant de bonheur». et quand tu as vécu une micro-aventure ou quand tu pars pas très loin de chez toi, est-ce que, entre guillemets, tu tu es rassasié, de ton envie de voyage, tu vois? Est-ce que ça te comble ton envie de voyage, ton envie de partir? Tu vois ce que Oui, je veux dire? alors, en fait, j'ai envie de dire que c'est 2 choses différentes, l'envie de voyage et l'envie de vivre quelque chose avec ses enfants. C'est-à-dire que, je me rends compte avec le temps qu'un voyage dans l'année, ça me suffirait largement. C'est-à-dire, et pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais un voyage pour découvrir une nouvelle culture, ça me contenterait. Je j'y penserais toute l'année, la préparation, en fait, pour nous, c'est aussi le début du voyage, hein, quelque part. Et puis le retour de ce voyage pourrait durer quelques mois. Disons que un voyage par an me suffirait et à côté de ça, réaliser des micro-aventures toute l'année, pas forcément très loin de chez nous, nous permettrait voilà, de rester dans l'aventure toute l'année, de rester dans la dynamique, du voyage, de l'aventure et finalement du retour en famille, hein. C'est quelque chose qu'on vit quelque part un peu en ce moment avec ce confinement, le fait de se retrouver en famille, alors bon, on va pas parler de micro-aventure parce que à moins que le fait de rester en Micro-aventure dans ton salon. Nous, on a fait une micro-aventure, on a campé dans notre salon. On peut ah appeler c'est ça de sympa. la micro-aventure? Oui, bah, pourquoi pas? Il y en a bien qui plantent une tente, dans le jardin, hein. J'ai vu certains qui le faisaient. Bon, nous, on n'a pas fait, mais bon, pourquoi pas? Ça reste quelque chose, de sympa, mais non, la micro-aventure ou même, le séjour proche, sans même parler de micro-aventure, hein, on va pas se lancer dans Mmh mh. des choses extraordinaires à chaque fois, mais même le séjour proche pour découvrir une région à 2 ou 3 heures qu'on n'a pas encore vue, un parc naturel qu'on connaît pas encore, ça reste quelque chose, moi, aujourd'hui, en tout cas, qui comble, mes attentes et mes envies. Je ressens plus le besoin comme avant, de partir, tous les 2 mois, de prendre un billet d'avion, et de partir. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel, j'ai envie de dire. C'est Mmh. peut-être parce que, j'ai, une profession aujourd'hui qui me comble, parce que j'ai une famille, voilà, qui remplit, mes journées. Alors que, quand j'avais 20 ans, 25 ans, bah, c'était pas le cas, j'avais pas d'enfant, bon, j'avais mon mari, hein, mais est-ce qu'il suffisait tout seul à lui-même à combler mes envies d'aventure? J'en sais rien. S'il écoute ces podcasts, il va être content. Oui, non, mais on voit tout à fait ce que tu veux dire, mais quand on est jeune, on est insouciant, on a envie de découvrir le monde, on a envie de voilà, je pense que c'est une autre mentalité, une autre maturité, quoi. Enfin, en vieillissant, justement, on devient plus mûr, on sait ce qu'on veut, et puis aussi le fait d'avoir aussi peut-être beaucoup voyagé auparavant, t'a fait prendre conscience de tout ça, tu vois? Ce cheminement d'aujourd'hui, il vient de tes précédents voyages aussi, je pense, donc mais Non, mais c'est sûr que la mentalité, elle est enfin, elle est différente, quoi, c'est évident. Et donc de ce fait, toute cette, réflexion que tu as eue ces dernières années, enfin que vous avez eue, c'est parti de là, en fait, votre nouveau projet de webzine? Alors tu oui, l'appelles webmag, pardon? oui, alors Webmag, j'avais hésité entre Webzine et Webmag. Finalement, je trouvais que voilà, ça sonnait mieux en Webmag, mais bon, pourquoi pas? Peu importe. Est-ce que Je tu du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Alors, en fait, à côté de notre, blog Marmot en vadrouille, qui est vraiment tourné sur le voyage, hein, on y parle de destination et quasiment exclusivement de destination. J'avais envie de me pencher sur quelque chose, d'un peu plus responsable, qui parlait de voyage un peu plus responsable, ce qui est pas toujours le cas sur Marmot en vadrouille.
C'est-à-dire que, être tournée simplement sur la destination, ça me suffisait plus. J'avais envie de parler, de destination, mais un peu plus écolo ou de manière de voyager un peu différente, tout en se posant les bonnes questions ou en tout cas en essayant de se poser les bonnes questions. C'est pas facile de se poser les bonnes questions, à savoir, je n'ai pas les réponses à tout. C'est pas parce que j'ai lancé ce webmag que, j'aurai toutes les réponses. L'idée, c'est surtout de se questionner avec tous ceux qui voudront bien participer au webmag et d'ailleurs, le webmag, j'ai mis un petit peu de temps pour lui trouver du nom, donc je l'ai appelé Favor. Favor, donc c'est les anagrammes de famille, voyage et responsable, parce que l'idée, c'est de commencer à se poser les bonnes questions pour voyager de manière responsable. Alors ce que je ne voudrais pas, c'est tomber dans l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui, et c'est très bien, hein, qui arrivent à voyager de manière extrêmement responsable, qui font le choix de ne jamais prendre l'avion, de voilà, qui ont une démarche très responsable. Moi, j'y arrive pas encore. C'est-à-dire que nous, on n'est pas parfaits. Je pense qu'on fait partie de la masse, de ces familles, qui a pas commencé forcément avec les bonnes habitudes, mais qui commencent à se poser les bonnes questions. Nous, on est pareil, c'est-à-dire qu'on a plein de contradictions, on se pose des questions, on n'a pas encore les bonnes réponses. Typiquement, tu vois, dans les contradictions, on adore voyager, privilégier l'aspect naturel, mais à côté de ça, on adore les parcs d'attractions, ce qui est, tout sauf écologique, hein, clairement. Donc voilà, on l'idée c'était, de réfléchir ensemble, d'interviewer beaucoup de familles aussi pour savoir ce qu'elles faisaient, voilà, ce qu'elles en pensent, ce qu'elles arrivent à faire aussi, hein, pour se donner des idées, voilà. C'est un espace de liberté que j'ai voulu me créer, pour répondre à mes propres questions également et puis aussi pour aider d'autres familles qui, je pense, commencent à se poser des questions et finalement, tu vois, le fait que, ce fameux virus, arrive dans nos vies et ce confinement prolongé et voilà, tout ce qui s'ensuit, ça va un peu, dans ce sens-là. Alors j'avais pas envisagé, tout ce qui arrive, hein, c'est vraiment le hasard pour le coup, mais tu vois, quelque part, ça va un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire que, on commence à se dire: «Bah, tiens, peut-être que mes habitudes ne sont pas bonnes, ça serait peut-être bien de revoir un peu notre façon de vivre et notre façon de vivre nos loisirs surtout». Mmh, mmh mh. Ouais, ta démarche, elle est top, je trouve, parce que ça amène justement plutôt un esprit communautaire, de se dire comment on fait, demain pour mieux voyager ensemble. Parce qu'en tant que famille, on a tous les mêmes problématiques quasiment, tu vois? Enfin, quel que soit l'âge des enfants, voilà, les enfants, ils aiment aller dans les aquariums, ils aiment aller dans les zoos, ils aiment, enfin, même si on n'est pas, enfin, même si on les incite pas, j'ai envie de dire, c'est des choses, ils aiment les animaux, qu'ils soient en cage ou pas en cage, j'ai envie de dire, c'est des gosses, quoi, donc et en Mmh. fait, on est tous, enfin, toutes les familles sont confrontées à ces problématiques de se dire: «Bah, nos gosses, ils adorent ça, donc comment on fait pour concilier un voyage, pour que les enfants s'amusent sans forcément rentrer dans ce système qui est pas bon?» Et du coup, je pense que ce qui peut être enfin, cette liberté de parole, c'est que du coup, chaque parent qui, s'exprime et qui trouve, on va dire, son propre organisation, enfin sa propre organisation, sa propre manière de voyager plus responsable, du coup, ça on va dire, ça va entraîner, les autres familles dans le bain et se dire: «Ouais, c'est vrai que, les zoos, je savais pas que», je sais pas, il y a des gens aussi qui sont pas informés aussi, donc se dire voilà, il y a des zoos qui sont bien, il y a des zoos qui sont pas bien et se dire: «Bah, voilà, nous on s'est renseignés sur, tel parc animalier, ils sont là pour, préserver les certaines espèces et ils sont pas dans le touristique, enfin dans l'attraction touristique, malsain, on va dire», tu vois? Et donc de ce fait-là, le fait que ça soit communautaire et que chaque parent puisse y mettre, pas son avis, mais partager leurs expériences. Du coup, on va tous à un moment donné, voyager mieux quoi, en tout cas en pleine conscience, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tout à fait, oui, oui, c'est le but, hein. Et puis après le but, c'est dans ma démarche, c'est de rester bienveillant. C'est-à-dire que, on voit quand même beaucoup de jugements sur internet. Ouais. Heu, je dois le voir aussi, «Ah mais vous avez fait ça, vous avez été là, mais ça c'est pas bien». Non, je voudrais pas tomber là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Nous les premiers, on en a fait plein, hein, des erreurs. On s'est rendu compte après qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Voilà, le but c'est vraiment d'échanger ensemble,
Chacun aussi a une vision différente de la chose, hein, et puis tout le monde n'est pas prêt aussi à Mmh. passer, cette marche, hein. C'est-à-dire que nous, on en est à l'étape où on se pose la question depuis un moment, donc on a déjà changé certaines de nos habitudes, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Certains ont été plus loin et c'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser. Voilà, c'est Mmh ça mh. que je et Ouais, c'est tomber ça, faut pardon, excuse-moi, je te coupe. Ouais, non, c'est non, ça, pas c'est un processus qui prend énormément de temps et on est tous à des stades différents. oui, non, mais tout à fait et le travers aussi de tout ça, je trouve, hein, au niveau des réseaux sociaux, c'est que tu en viens à lisser ton image, justement pour que, pour, ne pas être, jugé, par rapport à ce que tu fais. Ce qui est dommage parce que du coup, ça te fait perdre ta personnalité. Ouais. Heu, donc voilà, c'est ça ma démarche, l'idée, c'est vraiment de rester bienveillant. Alors il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, mais ceci dit, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été trop sujette aux critiques ou quoi que ce soit, donc pourvu que ça Ah, tant continue. mieux. Ouais, ouais, tant mieux et est-ce que tu penses que justement, pendant cette période de confinement, les gens ont eu un déclic? Ou en tout cas, heu, est-ce que ce confinement va peut-être changer des choses par la suite? Cette prise de conscience, est-ce que tu penses qu'elle va perdurer ou pas? Alors je pense que, ce confinement ne fait qu'alimenter une prise de conscience qui a déjà débuté. Donc moi je reste toujours très optimiste, tu vois? C'est bien. Parce que je pourrais très bien te dire le contraire et dire: «Non, pour moi ça va rien changer». D'ailleurs mon mari souvent me dit ça, donc mon mari et moi on est souvent les 2 côtés de la même pièce. Moi je pense qu'au contraire, je sens, poindre depuis, quelques mois, voire quelques années, une conscience écologique, surtout chez les parents qui voyagent. Les parents se posent des questions de plus en plus et à mon avis, ça sera qu'un accélérateur de tout ça. Par contre, moi, ce que je crains, c'est l'état de l'industrie touristique après tout ce confinement. C'est-à-dire que, si, les locations de qualité, si, les activités de qualité, ont tous fait faillite, hein, ne sont plus capables de recevoir, les touristes, même si j'aime pas trop ce mot-là de touristes, en tout cas les voyageurs, heu, ça aura pas servi à grand chose et le problème, c'est qu'en général, les locations de qualité, qui sont un peu plus écologiques que les autres, les activités un peu différentes, c'est pas forcément celles qui sont le plus prisées. Ce qui fait que ça peut être celles qui seront le plus en faillite, Mmh. potentiellement. Donc ça serait dommage. Mais en tout cas, dans la démarche, je pense que ça pourra avoir eu, quelque chose de positif, en tout cas sur les voyageurs et ici en France et ben, on tu entendu cette règle des 100 kilomètres, hein, Mmh, sur mmh les mh. les gens commencent à se dire: «Bah, tiens, si on redécouvrait le pays» et donc tu vois un peu partout les gens qui se disent: «Bah, tiens, je pourrais aller voir ça finalement, je me doutais pas qu'il y avait des choses aussi belles à côté de chez moi, tiens, on va aller voir ça». Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette, je trouve. Que les gens commencent à se réapproprier leur territoire, et se dire: «Bah, finalement, on peut aussi passer du bon temps, pas très loin de chez nous, on n'est pas obligé de prendre l'avion, voilà, on va un Ouais, peu économiser, la taxe carbone, c'est on va la ça. dépenser l'année Bah, tu prochaine». sais, j'ai écrit un article sur, que faire autour, de Lille, donc dans les 100 kilomètres autour de Lille, donc hors Belgique, hein, puisque et en fait, en écrivant donc moi, mon nom est ch'ti, hein et en fait, en parcourant les offices du tourisme, les blogs de rando et tout, on a donc j'ai récolté une vingtaine d'idées et encore, j'aurais pu, je pense, continuer en passant plus d'heures, mais je me dis: «Mais tu savais que les berges de la Scarpe, ils avaient été, complètement réaménagées? Maintenant, tu peux faire une boucle à vélo qui fait 40 kilomètres». Il me dit: «Bah non, pourtant, j'y allais quand j'étais gamin et tout» et en fait, ils ont mis en place plein de choses, pour développer le tourisme vert. Donc tu peux faire du vélo, tu peux faire, des tours en barque dans le marais de Saint-Omer, tu peux faire des tours en barque, il y a plein d'hébergements, on va dire, insolites qui ont ouvert, mais la région est méga riche en activités, en micro-aventures. Donc et même nous, pourtant, enfin, moi, j'ai habité 10 ans à Lille, mon homme est ch'ti, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire et pourtant, on l'a quand même pas mal sillonné notre région. Enfin, on est quand même, on bougeait quand même pas mal les week-ends et cetera, mais on s'attendait pas à ce que l'offre, elle soit si riche, tu vois? Donc en cherchant bien, effectivement, on peut trouver, une multitude d'activités. J'ai retrouvé ce que j'avais oublié, ce que je voulais te poser comme question tout à l'heure. Par rapport à la micro-aventure justement dont tu parlais, est-ce que tu penses pas aussi que, ce terme a été développé parce que, justement l'industrie du tourisme s'est adaptée et a proposé aussi une offre qui était un peu plus,
innovantes, bah, justement orientées plutôt vers l'expérience. Tu vois, les cabanes dans les arbres, ça a évolué, enfin, il y en a ça pousse partout, il y en a partout, tous les hébergements insolites, toutes les activités, tu vois, par exemple, les rails, les voies de chemin de fer qui sont réaménagées pour faire des randos rails. Est-ce que du coup, tu penses que la mise en avant de la microactivité, c'est aussi lié à ce développement comme ça on va dire, d'attraction touristique, même si Ah j'aime pas bah, trop ce mot, mais oui. Non, mais pour moi, clairement, hein, c'est ce que je te disais, hein, c'est ce que je vois aussi, apparaître depuis quelques années. Cette envie, de vivre, des expériences plutôt que, le voyage en lui-même. C'est-à-dire, bon, alors après tu vas avoir l'impression que je cite un guide touristique, hein, mais, cette envie de revenir à l'essentiel, de passer du bon temps ensemble, c'est ce que les gens recherchent le plus en ce moment. Mais sans tomber, dans l'exagération, clairement, il y a beaucoup d'acteurs du tourisme qui se rendent compte de ça et qui en profitent pour faire la promotion de leur région. Des mmh, régions, bah, typiquement tu parlais du Nord, tu vois? Qui viendraient pas forcément à l'esprit, de tout le monde, pour partir en vacances. Bah, finalement tu te rends compte qu'il y a des choses à faire, dans cette belle région et finalement comme dans toutes les régions de France, toutes les régions qu'on a pu ouais, découvrir et on a été dans un paquet de régions en France, dans toutes les régions, il y avait un point d'intérêt, il y avait des activités super à faire en famille ou à 2, hein. Nous, forcément, on parle en famille, mais il y a aussi des mmh, activités à 2. Vraiment partout, partout où on est allé, il y avait toujours quelque chose de super à faire. On n'a jamais été déçus. Alors, on a été déçus parfois par certaines choses, mais dans l'ensemble, on a toujours trouvé des choses super à faire. mmh, mmh, mmh. Ça vraiment, on peut se réjouir, on habite dans un beau pays. Enfin, toi, tu y habites plus pour l'instant, mais Ouais, ouais, mais du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Mais même, je le vois, nous, en Espagne, on regarde aussi beaucoup parce que depuis qu'on est en Espagne, en fait, on n'a pas voyagé ailleurs, tu vois? Donc ça fait 2 ans et demi, on n'a rien fait d'autre, à part quand on est rentré en France voir nos familles, où on a visité nos régions natales. Mais en fait, on arrive à se contenter de ce qu'on trouve en Espagne. Il y a énormément de choses. On est hyper surpris par les paysages qu'on retrouve et pour le coup, c'est pas du tout touristique. Enfin, on a vraiment, pris cette claque en se disant, «L'Espagne, c'est touristique et cetera». Ouais, la côte, méditerranéenne, évidemment, l'Andalousie, évidemment, mais j'ai envie de dire tout le reste de l'Espagne est vraiment mais vide. Tu vas dans des petits pueblos, donc Ségovie, par exemple, c'est à 1 heure de chez nous. Ségovie, tu vas dans le centre, c'est blindé de Chinois, de cartes de touristes, machin. Dès que tu sors, déjà à 10 minutes dans la campagne, tu plus personne, tu rien, tu as 0 tourisme et donc du coup, tu peux vraiment, être dépaysé, enfin voir des choses extraordinaires, être dans l'authenticité, à 1 heure de chez toi parce qu'en fait, les gens sortent pas des spots touristiques et c'est dommage parce qu'ils se coupent d'une richesse, incroyable donc finalement, on découvre l'Espagne comme ça et on est hyper content. et c'est là aussi que tu vois que le voyage, c'est lié aussi à un état d'esprit. C'est-à-dire que tu peux vivre les choses complètement différemment en fonction de ce que tu as à y faire, de avec qui tu es, voilà, du contexte familial, de beaucoup de choses. Donc finalement, le voyage, ça reste quand même quelque chose, d'assez personnel, Oui. heu et bon alors j'ai digressé, hein, mais ça reste quelque chose d'assez personnel et ça reste, voilà, quelque chose, que tu dois inventer pour toi-même et ta famille. Mmh. Que tu fais toi-même sur internet, hein, parce que finalement je parle aussi, en tant que, bah, en tant que personne qui gère un blog. Bon alors j'ai pas 5 000 personnes qui me suivent sur mon blog, mais j'ai quand même quelques personnes qui me suivent et maintenant quand je publie des articles, j'en viens à me poser la question de: «Est-ce que vraiment j'ai envie de parler de cet endroit-là, pour faire comme les autres, pour montrer quelque chose ou, vraiment pour parler de quelque chose d'important qui m'est cher?» Typiquement, tu vois, cet été, donc ça, c'est un voyage qui a été annulé, on nous avait invités à Venise, à venir, faire un voyage familial à Venise. Parce que Venise, c'est plutôt, une destination pour les couples, hein. Tu le vois moins comme une Mmh. destination familiale. Avant l'arrivée du covid, tu vois, on s'était posé la question avec mon mari: «Mais est-ce qu'on a envie de faire ce voyage?» Alors Venise, c'est une ville qu'on connaissait déjà, qu'on apprécie énormément. C'est très beau, hein, c'est difficile de ne pas apprécier Venise, mais c'est devenu, au fur et à mesure du temps, vraiment quelque chose de très touristique, de trop touristique. Il y a beaucoup trop de personnes là-bas, surtout en plein été, ça à mon avis, ça aurait été très compliqué, et on s'est dit: «Est-ce que vraiment on a envie de faire la promotion de Venise?»
on va sur notre site? Est-ce qu'on a envie de participer à cet élan, de tourisme de masse, qui, voilà, qui dénature complètement, cette belle ville? Et finalement, on n'a pas eu le temps de se poser la question parce que, tous nos voyages ont été annulés, Mmh. de par le fait. Mais bon, on s'est quand même posé la question et je pense qu'à l'avenir, on continuera encore à se poser cette question-là. Est-ce qu'on a vraiment envie de participer à ce mouvement, de publicité, de tourisme de masse? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de faire la promotion d'endroits un peu moins connus, un Exactement. peu moins fréquentés? Pour conclure, quel message aimerais-tu, faire passer aux parents qui souhaiteraient, alors en lien avec ton webmag, voyager plus responsable? Déjà par rapport à toi, ta démarche, par rapport au parcours que vous avez, déjà fait, quelles sont les choses que tu pourrais, partager, des astuces que tu pourrais partager? Alors déjà, ne pas se laisser, appâter par une image. L'image, seule en elle-même, ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que, on en a parlé, déjà à 2 ou 3 reprises, hein. Si tu te laisses appâter par, la seule envie d'avoir, un beau paysage, devant toi, tu vas être déçu. Tu vas être, comblé peut-être par le paysage, mais ça ne va pas aller plus loin. Donc moi, je conseillerais plutôt de partir sur, une démarche, d'activité, d'aventure ou d'expérience à réaliser en famille, plutôt que sur une destination en elle-même. En fait, la destination, pour moi, c'est ce qui doit suivre derrière l'activité ou l'envie, d'avoir à partager en famille. Je donne un exemple tout bête, hein, si, l'envie, c'est d'aller prendre, un train à crémaillère, dans une région reculée, maintenant je vais plutôt chercher où est-ce qu'il y a un train à crémaillère dans une région reculée, que ça soit en France, ou en Europe, plutôt que de choisir, un pays. Si l'envie c'est, là récemment, je me suis penchée sur, les voyages en train de nuit. Parce que je me suis dit: «Bah tiens, ça pourrait être sympa aussi de changer et puis de partir en train». Si l'envie c'est plutôt de partir en train je vais plutôt moi j'ai commencé plutôt à regarder les voyages en train qui existent et qui sont accessibles aux familles, ce qui est pas simple, hein. J'ai pas encore la réponse, mais j'ai commencé à regarder ça, plutôt que de voir la destination et puis si après on me dit: «Bah, ce train il arrive en Suède» et tant mieux, comme ça on va aller voyager après en Suède, on ira voir ce qu'il y a de beau à faire là-bas et comment les gens y vivent et ce qui est sympa à faire. Mais en tout cas, le voyage sera tourné plutôt sur cette expérience de voyage en train de nuit, ou en bateau, peu importe, en tout cas ça aura été l'envie du moment et je serais sûre qu'on l'aura vécu de manière concertée et de la meilleure manière possible avec mes enfants puisque c'est eux, ils attendent l'aventure, ils attendent l'expérience et ils Mmh. attendent le fait de rester avec papa et maman et de vivre cette expérience avec papa et maman. Le La destination pour eux n'a que très peu d'importance, hein. Je m'en suis rendu compte, ces dernières années, si je leur dis: «On va, en Norvège», si on va, en Croatie, pour eux, ça sera pareil. Ils voient pas la différence. Donc c'est plus l'expérience qui compte pour moi maintenant que la destination Mmh. et Mmh c'est mh. ce qui rendra, c'est ce qui fera, c'est ce qui permettra d'avoir les meilleurs souvenirs de voyage, à mon sens. De ce fait, alors quels sont tes prochains projets de voyage? Donc on avait pour projet cette année de partir en Slovénie en voiture, puisqu'on habite en région Rhône-Alpes, donc la Slovénie, ça reste accessible en voiture, hein. C'est quelque chose de tout à fait faisable en 2 étapes. On était très attirés par le côté montagnard de la destination. On avait envie d'aller voir ce fameux, château perché, voilà, il y avait deux trois choses qui nous disaient bien, aller voir les ours, les ours, en semi-liberté, voilà, du pays et puis, on avait aussi un projet en Écosse qu'on voulait faire hors saison puisqu'on nous a fortement déconseillé l'Écosse au mois d'août. Donc, pour moi, c'est août, Toussaint ou avril. Donc, on s'était dit: «Pourquoi pas la Toussaint?» Partir dans les Highlands, c'est vraiment le truc qui me botte depuis des années. J'attendais que le plus petit soit assez grand pour pouvoir marcher. Puis bon, cette année, c'est mort, hein, c'est même pas la peine, je vais pas entamer les démarches. Donc on verra pour l'année prochaine, en avril, ou plus tard. On verra. En tout cas, des envies de pays du Nord et de pays alpins. Bon, bah, c'est chouette. On va suivre tout ça sur tes réseaux. Je vais mettre dans les notes de l'épisode, les liens vers ton blog, tes réseaux sociaux et de ton webmag pour que les gens puissent aller voir, un peu l'évolution et les avis des autres parents, qui essayent de voyager plus responsable, en tout cas. Je te remercie beaucoup Gaëlle d'avoir, pris du temps pour répondre à mes questions. C'était vraiment hyper intéressant. Ton point de Merci à vue, toi. était vraiment, top. Donc, merci beaucoup.
Bah, merci de m'avoir invitée, c'était vraiment très, très intéressant d'échanger, avec un autre parent voyageur sur ce sujet-là. Merci beaucoup Gaëlle. Merci. J'espère que ce nouvel épisode vous aura inspiré, vous aura donné envie de tester la micro-aventure, de vous poser 1000 questions comme nous sur le voyage responsable, la faisabilité des projets, sur l'impact écologique que cela implique et surtout quel message on véhicule à nos enfants. Voilà, j'ai trouvé ce témoignage vraiment très très intéressant. D'ailleurs, j'étais obligée de le couper parce qu'on a parlé vraiment beaucoup plus longtemps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage et lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau format de podcast. Je les appelle les podcasts de l'été, les dossiers de l'été. On va aborder chaque semaine des thématiques forcément liées à l'été où des experts et des intervenants viendront parler et en tout cas nous apporter leur expertise sur des thématiques variées. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le premier de la série. Je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain. Ciao ciao.